Mardi 16 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, il est interdit de toucher aux rochers sur la montagne de Manzakamiadan selon les explications venant du Bureau de la gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC aujourd'hui. De ce fait, tous les habitants sous la menace des éboulements dans cette partie de la ville doivent déménager pour éviter d'éventuelles catastrophes. Reportage de Fanjessena Mireille sur les images de Yves Janel. Les zones rouges, constituées de 620 toits, sur la colline de Manzakamiadan sont en danger étant donné les risques d'éboulement ou d'effondrement en cette période de saison des pluies. Quitter les lieux est la solution pour les habitants de cette partie de la ville pour éviter de nouveaux drames, selon les explications du secrétaire exécutif du BNGRC aujourd'hui. Ce dernier souligne qu'en cette période de l'année, les risques d'éboulement ou d'affaissement sont élevés. Il est ainsi impératif pour les habitants de quitter les lieux classés zone rouge. De plus, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes ne peut plus toucher aux rochers de cette colline de Manzakamiadan selon les recherches scientifiques menées par les experts du BNGRC et de l'université. D'autres collines de la capitale feront également l'objet d'études afin d'y détecter d'éventuels risques pour leurs habitants. Ces déclarations ont été faites en marge d'un atelier sur la réforme du plan de gestion des cyclones pour la saison 2021-2022 qui a eu lieu aujourd'hui. Les risques environnementaux coûtent la vie à 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. Pour le cas d'Antananarive, nombreux sont les enfants qui ont été hospitalisés suite à la pollution de l'air de ces derniers jours. Reportage. À l'instar de Madagascar qui subit une injustice environnementale, les enfants de moins de 5 ans subissent également l'impact du changement climatique, notamment la pollution de l'air pour Antananarive. Cette injustice se traduit par le non-respect des droits de l'enfant, car selon la plateforme Société civile pour l'enfance, les enfants ont le droit d'être en bonne santé, comme l'énoncent les droits de l'enfant. Nous voyons à Madagascar, surtout à Nalamangue, actuellement, nous vivons dans une pollution qui va au-delà de la norme que l'OMS a affichée. Donc, par rapport à cela, il y aura la participation des enfants en guise de contribution pour l'environnement, mais aussi afin de contribuer à un environnement sain pour tous les enfants de Madagascar. Pour marquer cette journée internationale, nous avons décidé de véhiculer cet environnement sain pour les enfants, le droit à l'environnement sain et le droit à la santé pour chaque enfant de Madagascar. La dégradation environnementale dans laquelle nous vivons actuellement affecte les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans. Par exemple, sur Antananarive, on a plusieurs enfants qui sont en difficulté respiratoire. Du coup, on se dit que c'est vraiment une priorité de sensibiliser chaque enfant l'importance de cet environnement et l'impact que ça a sur leur vie et leur santé, mais aussi leur avenir. Nous sommes tous engagés dans la lutte contre le changement climatique pour remédier à cette situation. Les enfants doivent également être sensibilisés sur la responsabilité envers l'environnement pour assurer leur santé, la protection de l'environnement, mais surtout leur avenir dans cet environnement. Les enfants qui sont le futur de notre pays, d'où l'importance de leur sensibilisation. À cet effet, le PFSCE ou la plateforme Société civile pour l'enfance organise un reboisement auquel 1000 enfants participeront, également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu le 20 novembre prochain. La commune d'Alakamis-Fénoirive a été privée d'eau durant toute la journée d'hier. Le tarissement de la rivière d'Alouanzouzour, source d'alimentation de cette commune, à cause de la sécheresse, en serait la raison. Afin de remédier à ce problème, la population et les étudiants de Woudvourne, dirigés par le député d'Ansimjan, Anjrat Sivayin, ont œuvré ensemble pour créer un nouveau canal permettant de puiser l'eau de la rivière d'Anjoum pour alimenter de nouveau la commune. Reportage de Radon Manzatov. Depuis 2009, la rivière d'Alouanzouzour est la source d'alimentation en eau de la commune d'Alakamis-Fénoirive. Cependant, la rivière s'est asséchée et n'est plus en mesure d'alimenter la commune comme il se doit, ce qui a privé d'eau la commune depuis hier. Les habitants ainsi que les étudiants de Woudvourne ont donc été confrontés à des difficultés depuis hier.
Pour y remédier, une force opérationnelle ou task force a été mise en place avec la Jirama, la population, les étudiants et les élus locaux. Suite à la réunion d'hier, la population a procédé ce jour à la création d'un nouveau canal pour puiser de l'eau de la rivière d'Anjumb pour le réapprovisionnement en eau potable. Des matériels provenant de la région d'Analamang y seront disposés à compter de demain. Le député Anjrat Sivaïn invite chacun à la préservation de l'environnement pour empêcher la reproduction de tels incidents. Les délégués du Sénat, dans le cadre de leur mission à Glasgow en tant que parlementaires, ont contribué au plaidoyer en faveur de Madagascar. Les deux principaux objets des rencontres étaient la sensibilisation sur la situation urgente désastreuse dans le sud de Madagascar et la volonté du Sénat de Madagascar de contribuer à la recherche de solutions face au changement climatique à Madagascar. Cette conférence de Glasgow a également permis à la délégation d'élargir le champ de partenaires du Sénat dans ses actions à tous les niveaux des collectivités territoriales décentralisées pour apporter des réponses efficaces et durables face au changement climatique. Les deux principaux objets de rencontre étaient la sensibilisation sur la situation urgente désastreuse dans le sud de Madagascar suite aux effets destructeurs de changement climatique et la volonté du Sénat de Madagascar de contribuer à la recherche de solutions face au changement climatique à Madagascar en s'engageant dans une action de réforestation massive, à grande échelle, au niveau de toutes les régions de Madagascar. Une mission qui a apporté des résultats concrets, car cette campagne vaste de réforestation débutera prochainement. Par ailleurs, cette mission en Glasgow a également ouvert de partenariats divers grâce aux interventions et rencontres diverses avec des personnalités issues d'horizons variés, parlementaires, gouvernementaux, non gouvernementaux, secteurs privés et fondations sans but lucratif, ayant d'ailleurs rempli l'agenda chargé de la délégation. Il est à rappeler que le président du Sénat de Madagascar, Herman Narazaf-Maïf, et le sénateur doyen, Jean-André Njemanzar, ont représenté le Sénat de Madagascar à la COP26 du 31 octobre au 12 novembre dernier. Ils ont également pris un engagement et ont rejoint les leaders mondiaux pour donner la force contre le changement climatique. Suivons maintenant un public reportage. Chers téléspectateurs, nous accueillons aujourd'hui des invités venant de l'association Lions Club, Lions et Léo, qui œuvrent dans diverses activités. Je m'adresse directement à Madame Chantal 19. À quoi consistent concrètement vos activités? Merci et bonsoir à tous. Merci de nous recevoir ce soir. Concernant le Lions Club, nous sommes une association internationale présente partout dans le monde et en particulier dans l'océan Indien, le district 417, où nous sommes représentés par les pays Madagascar, Maurice, Réunion, Rodrigue, Mayotte et Djibouti. Nos activités consistent à du service souvent dans la protection. Donc nous avons la lutte contre le diabète, qui est un fléau aujourd'hui. Nous avons la protection de l'environnement, la lutte contre la faim, la protection de la vue et la lutte contre la cécité. Et puis, bien évidemment, le cancer des enfants qui touche beaucoup trop d'enfants aujourd'hui. Vous organisez également une caravane humanitaire vers le sud de Madagascar. Pouvez-vous nous en dire plus concernant cet événement? Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Comme notre gouverneur vient de le dire tout à l'heure, le Lions Club International lutte donc contre la faim. Et justement, dans ce sens, il faut noter que nous avons une banque alimentaire qui est située dans le sud, principalement donc à Tanandav, et que nous renflouons de nourriture au fil de l'année. Et que donc la caravane de lutte contre la faim consiste à distribuer des vivres aux plus démunis dans le sud. Et donc il y a quelques localités, je parlerai de Tanandav, Amboasari et Sampoun en Boumalaz. Et donc c'est de donner donc durant la période de 20 au 28 novembre, faire des partages, des distributions de vivres, environ 15 kilos par famille dans le sud.
Et comment allez-vous donc procéder concernant l'organisation de cette caravane? Nous allons partir de Tananarive le 20 et dans chaque ville où il y a dans chaque localité où il y a le Lions Club, on va faire des étapes et au fur et à mesure donc les voitures vont faire la caravane, participer à la caravane jusqu'à Yous dans un premier temps. On va dormir à Yous et puis le deuxième jour on part de Yous. Pour le 20 et le 21 donc ce sera le trajet et la distribution proprement dite se tiendra à partir de 22 pendant 4 jours, 22, 23, 24 et comme ça donc dans ces localités, dans la brousse. Et concernant la levée de fonds pour cette caravane? Oui, alors justement, la Banque alimentaire présente en permanence dans le sud assure la partie, on va dire, pendant la période de soudure où on attend les récoltes. Donc les populations ont besoin d'aide. Pour pouvoir acheter les vivres, nous travaillons avec des partenaires qui nous aident et qui financent. Aujourd'hui, donc, nous faisons appel à tout le monde, à tous les donateurs, tous généreux donateurs, qui pourraient bien, donc nous avons un compte Mvoul qui est le 034 24 580 76 sur lequel nous pouvons faire des versements. C'est le compte du district. Ou alors sur le compte de la Société Générale, le compte du district 417, avec le numéro de compte qui va s'afficher à l'écran, je pense, pour que vous puissiez éventuellement nous aider. C'est le compte de la Banque alimentaire directement et l'argent ne sert que pour acheter les vivres qui sera distribué durant toute la période de soudure. Nous remercions le Lions Club pour ces informations. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mais concernant les actualités sanitaires, le nombre de cas positifs à la Covid-19 a quelque peu augmenté à Madagascar, ce qui est prévisible vu que la grande majorité de la population ne se soucie plus de respecter les mesures sanitaires. La plupart de ces cas diagnostiqués positifs sont des cas contacts et sont asymptomatiques. Et étant donné que le nombre de tests effectués augmente, le nombre de cas s'accroît aussi en conséquence. D'après les informations, la mise en œuvre de la stratégie du Tracing Contact par le ministère pour assurer les suivis a permis de multiplier le nombre de tests effectués quotidiennement. Selon les statistiques de la direction de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte au DVSR, 39 cas positifs ont été recensés hier à Madagascar sur 1312 tests effectués. Ces chiffres comprennent également les tests faits dans les aéroports auprès des passagers des lignes intérieures, autant que de ceux provenant de l'étranger. Ces 39 nouveaux cas se répartissent comme suit. 10 proviennent de la région d'Analamang, 1 à Mbujachim, 1 à Simjan, 2 à Avarajan et 6 à la capitale. 8 cas positifs ont été recensés à Mourndav, 19 à Tirabé et 2 à Thomas. En somme, 3% des personnes ayant effectué le test hier sont atteintes de la Covid-19 si l'on considère le nombre de tests par rapport au nombre de nouveaux cas. La stratégie du Tracing Contact a permis d'identifier ces nouveaux cas. Ces derniers sont des cas contacts compte tenu du fait que le Tracing Contact consiste à tracer les personnes que les Covidés ont fréquentées. Par ailleurs, le nombre de cas graves connaît une baisse d'après les informations. Néanmoins, les responsables auprès du ministère de la Santé publique ont rappelé que nous sommes toujours dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, ce pourquoi il est primordial de respecter les mesures sanitaires. Le directeur de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte auprès du ministère de la Santé publique a également souligné qu'il n'existe pas de variant Delta à Madagascar. D'après ce dernier, c'est à l'OMS de déclarer le nom des pays où le variant a été détecté. Les examens au niveau du ministère de la Santé publique se poursuivent tout de même et il n'y a aucune volonté de dissimuler le nombre de nouveaux cas à Madagascar, a-t-il ajouté.
Deux conventions ont été signées ce jour avec l'OMS Madagascar au siège de cette dernière à Anjahar. La première porte sur un partenariat avec la Croix-Rouge malagasy et a pour objectif de mobiliser et d'aider la population de la région d'Itas dans la prévention de la peste. Quant à la seconde, il s'agit d'un partenariat technique avec l'ONG Azos dans la dotation de services sanitaires gratuits plus accessibles aux populations éloignées des centres de santé de base dans les régions sud du pays. Il est capital d'endiguer la peste dès maintenant avant qu'elle ne fasse des ravages dans la région d'Itas, ont déclaré l'OMS et la Croix-Rouge malagasy lors de la signature de la convention de partenariat. La stratégie est de transmettre les méthodes de prévention à la population. Les principales activités consistent plutôt en mobilisation communautaire, c'est-à-dire diffuser les messages clés au niveau de la communauté pour qu'ils puissent se préparer par rapport à une explosion d'épidémies de peste. Comme nous le savons, nous sommes dans la saison pesteuse actuellement. La convention entre l'ONG Azos et l'OMS ce jour aborde également les questions d'ordre social. Le but, en effet, est d'instaurer des unités mobiles qui pourront venir auprès des habitants vivant à plus de 5 km des centres de santé de base. L'unité de santé mobile que développe Azos avec le fonds de l'OMS permet d'atteindre environ 100 000 populations dans 7 districts, dont 2 districts de la région Anous, 4 districts de la région Androui et 1 district de la région Timon-Defan. Les principales activités sont donc les prises en charge médicales pour les habitants qui vivent à plus de 5 km des centres de santé de base. Les appuis de l'Organisation mondiale de la santé à ces associations contribuent et complètent les efforts déployés par le gouvernement malagasy dans la priorisation de la santé, a expliqué le représentant permanent de l'OMS à Madagascar. L'objectif global ici, de ces deux conventions, c'est de développer des interventions, des services de proximité en faveur des populations vulnérables. Toutes ces actions s'inscrivent dans la politique d'assistance au ministère de la Santé publique, mais aussi le soutien aux efforts du gouvernement malgache dans la lutte contre les problèmes prioritaires de santé, dont les deux, la crise nutritionnelle et la peste, sont quelques-unes. D'après ce dernier, ce partenariat porte sur l'aptitude des acteurs concernés à connaître les réalités locales et le district en question. L'OMS continuera à appuyer ceux qui sont disposés à collaborer dans l'amélioration des services de santé. 7 ans de vanille ainsi qu'une somme de 100 millions d'ariars sont les documents afférents à leur détention ont été saisis par la gendarmerie nationale le 10 novembre dernier dans la propriété d'un opérateur économique albanais situé à Kadfouts. Ce ressortissant albanien voulait exporter illicitement de ces produits qui, selon les informations, appartiendraient à un Malagasy. Les 2 personnes impliquées sont passées devant la justice ce jour. Suite à une information reçue par la gendarmerie nationale, un ressortissant albanais a été appréhendé en possession de vanille non déclarée dans sa résidence à Nduranfutsi. Après les fouilles effectuées par la gendarmerie, plus de 7 tonnes de vanille ont été découvertes ainsi que 102 millions d'ariars en liquide. Selon les informations, ces produits non déclarés allaient être exportés illicitement. En effet, ce ressortissant albanais n'avait aucun document justifiant la détention de ces produits ainsi que de la somme d'argent dont la provenance est suspecte. Par ailleurs, un Malagasy serait son complice selon les informations. Les vanilles et l'argent ont été directement saisis par la gendarmerie pour enquête. Les 2 personnes par contre ont été traduites devant la justice aujourd'hui. À présent, concernant les actualités internationales, Taïwan, droits de l'homme et guerre commerciale, le président américain et son homologue chinois ont tenu dans la nuit de lundi à mardi par écran interposé des discussions visant à apaiser les tensions et définir les conditions de la concurrence entre leurs 2 pays. Un reportage de France 24.
Cet échange très long est un signal positif envoyé au monde, car concrètement, c'est bien de cela qu'il s'agit. L'escalade des tensions entre les deux géants économiques a considérablement inquiété les chancelleries ces derniers mois et ces dernières semaines. On pense notamment aux chancelleries européennes qui, à plusieurs reprises, la France en tête d'ailleurs, ont appelé Pékin, bien entendu, mais également Washington, à ce qui est au moins attendu à assouplir leur dialogue diplomatique et à tempérer leur démonstration de force militaire en mer de Chine notamment. Et donc, le fait que les deux hommes échangent à nouveau est un message envoyé au public mondial. La surprise est d'ailleurs venue de Joe Biden, qui a révélé avant même le début de la rencontre que cet échange ne pouvait être que le premier d'une série. En clair, on ne s'attend pas aujourd'hui à des annonces majeures, mais à la simple énumération d'une part des objectifs économiques communs aux deux géants et bien entendu également à une énumération des points de friction. Notons au passage que Joe Biden se livre ici à un exercice exceptionnellement long pour lui. Notons également que dans ce dossier, Joe Biden joue gros. La pression politique intérieure est considérable pour lui puisque le milieu des affaires américain ne lui pardonnerait pas la moindre faiblesse, y compris dans les milieux proches des démocrates. S'ajoute également aux enjeux le fait que le président est aujourd'hui fragilisé dans son propre pays et même au sein de sa propre majorité après une série d'échecs de politique étrangère. On pense à l'Afghanistan bien sûr, mais également à un dossier qui concerne directement les Chinois, l'affaire AUKUS et la rupture du pacte stratégique avec la France et l'Europe justement en Indo-Pacifique. Les États-Unis ont condamné lundi un dangereux tir de missiles antisatellites effectué par la Russie. L'incident a forcé les 7 personnes à bord de la Station spatiale internationale, dont 2 cosmonautes russes, à se réfugier dans leur vaisseau. Un reportage de France 24. La Russie a mis en danger plusieurs astronautes de la Station spatiale internationale. C'est ce qu'affirment les États-Unis ce mardi. Le pays a opéré un test en tirant un missile anti-satellite pour détruire l'un de ses appareils en orbite, inactif depuis les années 80. Un test qui pourrait donc être considéré comme militaire, il a généré un champ de débris. Par mesure de sécurité, les 7 astronautes ont reçu l'ordre de s'abriter dans les capsules de leur vaisseau pendant 2 heures après l'essai pour préparer une possible évacuation d'urgence. D'après la NASA, ces débris ont mis en danger l'équipage à chaque fois que la station en était proche. Au bout du 3e passage, les astronautes ont pu regagner la station. Le comportement irresponsable et dangereux de la Russie menace la pérennité des opérations dans l'espace et démontre clairement que le message selon lequel la Russie s'oppose au développement de l'armement spatial est hypocrite. Les États-Unis travailleront à une réponse contre cet acte irresponsable avec leurs alliés. L'agence spatiale russe Roscosmos avait déclaré les astronautes de la station hors de danger plus tôt dans la journée. L'équipage de la Station spatiale internationale continue normalement ses opérations comme prévu dans son programme. L'orbite de l'objet, qui a forcé l'équipage aujourd'hui à se rendre dans le vaisseau, selon les procédures standards, s'est éloignée de l'orbite de la station. La station est hors de danger. Le test russe a généré plus de 1500 débris orbitaux. Il pourrait ensuite se désagréger en centaines de milliers d'autres. Parmi ces débris, certains se désintégreront en entrant dans l'atmosphère, mais d'autres pourraient rester en orbite autour de la Terre pendant 10 ans au moins. La présence policière et l'arrestation de meneurs de la dissidence cubaine ont empêché ceux-ci de mener à bien hier leur manifestation interdite par les autorités qui ont raillé une opération ratée des États-Unis, lesquels ont dénoncé une manœuvre pour faire taire les protestataires. France 24. Museler l'opposition, c'est ce que le pouvoir cubain est arrivé à faire ce lundi, alors qu'une manifestation était prévue dans les rues de La Havane. Ces derniers jours, la police a arrêté plusieurs meneurs de l'opposition avant de finalement se déployer dans la ville le jour de la manifestation. Le rassemblement avait été interdit. La police est partout. Il n'y aura pas de manifestation parce que les gens ont peur. Ils ont peur d'être réprimés. Ils ont peur qu'on les frappe. Les protestataires réclament la libération des prisonniers politiques et des droits civiques garantis. En juillet dernier, une contestation massive avait eu lieu pour les mêmes raisons à Cuba. Selon plusieurs ONG, des centaines de manifestants emprisonnés à l'époque sont toujours derrière les barreaux.
Le ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, lui dénonce la manifestation déjouée de lundi comme une tentative ratée de déstabilisation menée par les États-Unis. Mes collègues de Washington semblent être restés habillés pour une de leurs fêtes qui n'a pas eu lieu. La Maison-Blanche, elle, parle de techniques d'intimidation pour faire taire les dissidents. Selon plusieurs médias indépendants du pays, certains manifestants ayant participé au mouvement de juillet dernier encourent des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre émission de Point de droit, Nizouk, suivi de votre premier film. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.